That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler d'un film qui sera projeté dans le cadre de la 17e édition Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Je remercie Géraldine Kans pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Samedi 26 mars, à partir de 14h, au cinéma Le Studio à Aubervilliers, il y aura trois projections, trois films dans le cadre d'une même thématique, langues algériennes, langues vivantes, langues absentes, trois films tatoués de Jean-Baptiste Ducéo, Je me suis mordu la langue de Nina Hada et La Grosse Moula, ou Limichen, pardon, d'Amira Louada. On va parler de ce dernier film. Amira est là, la cinéaste, la réalisatrice de ce film, pour en parler. Merci beaucoup Amira, comment vas-tu ? Je vais très bien, merci pour ton invitation Samuel. Je suis ravie de pouvoir en parler dans cette revue que je suis par ailleurs. Et voilà, tout va bien. Le film a été réalisé il y a 2 ans, donc c'est maintenant que j'ai le temps et l'opportunité de le diffuser, de le montrer et d'en parler. Donc voilà, je suis tout à fait ravie. Bon, avant qu'on commence à parler du film, moi je ne te connais pas du tout, donc je voudrais savoir, il y a une question que je pose très souvent à mes invités pour essayer de cerner un petit peu leur rapport à l'image, et je voulais savoir, est-ce que, autant que tu t'en souviennes, dans ton enfance peut-être, certainement, est-ce qu'il y aurait une image comme ça assez marquante qui aurait un lien avec ton rapport à l'image d'aujourd'hui ? Eh ben, c'est super intéressant comme question. Effectivement, une image plutôt de mon adolescence, où j'avais eu la chance d'assister à un festival, un salon plutôt de design et de meubles, parce que je viens du design. Et donc, c'était une sorte de canapé de Gaetano Pesquet, il me semble. Et c'était un amoncellement de courbes dégoulinantes qui s'entremêlaient et ça composait en fait l'assise. Et moi, c'est une image très organique qui me suit beaucoup aujourd'hui dans mon rapport à la matière, dans mon rapport à la matière visuelle ou vraiment physique. Et je crois que c'est ce qui me guide aujourd'hui dans ma démarche artistique, donc d'écriture, de création. C'est que je cherche toujours ce rapport un peu matériel, organique, d'entremêlement de choses. Et c'est aussi ce qui m'a guidée dans le documentaire des langues. Je pourrais t'en parler un peu plus. Tu es designer de formation, c'est bien ça ? C'est ça. Je suis designer de formation et même j'ai baigné dans ça dans mon enfance et dans mon adolescence. Et donc, ça guide un peu la manière dont j'approche la création et l'écriture, dans le sens où c'est une sorte d'approche, de manière de réfléchir, de poser des questions et de questionner comment les choses sont faites en fait. Est-ce que c'est une manière aussi pour toi de t'approprier un espace peut-être que pas que tu aurais perdu, mais quelque chose qui serait un peu laissé à l'abandon et de te le réapproprier? Complètement. Dans cette démarche-là, en fait, je peux me questionner sur comment je bois, comment un verre, dans le sens comment un verre est conçu, comment je mets ce verre à ma bouche, comment je bois, qu'est-ce qu'il contient. Et petit à petit, en fait, de par des questionnements un peu anecdotiques, j'ai commencé à creuser un peu plus en moi et à me demander intimement, en fait, quels sont les questionnements, moi, qui me construisent. Et en fait, il s'est trouvé qu'avec le Hirak et de plus en plus, il y avait ce questionnement autour de l'espace public, de la rue et de cette rue en fait que je ne m'appropriais pas, en fait, qui n'était pas mienne, du fait de toute une éducation, d'une construction, d'un contexte aussi sociétal. Et en fait, là, je suis dans une envie, vraiment une curiosité de vouloir approfondir en fait ce rapport à l'espace public et à la rue.
Oui, parce que j'ai omis de préciser, c'était tellement évident pour moi, mais je l'ai omis de quand même de signaler que tu es algérienne, le film est algérien, l'histoire se passe en Algérie. Effectivement, j'ai parlé de la thématique dans algérienne, mais parce que comme tu prononçais le mot Helak, bah je me permets une petite digression. Toi, comment tu eh ben, tu sais quoi, je vais essayer de ne pas le dire au passé, je vais essayer de le dire au présent. Voilà. Comment tu le vois, le Helak, toi? Mais pas de manière poétique, hein, de manière artistique. Je pense que je le vois comme un catalyseur et un déclencheur. Donc un catalyseur parce qu'à un moment donné, il catalysait un ensemble il réunissait un ensemble de questionnements et il les a fait ressurgir. C'est-à-dire que c'était des choses qui étaient en moi, c'est pas apparu d'un coup en fait. Ou alors si, c'est apparu d'un coup, mais c'était déjà là. Et à travers le Hirak, de tout ce mouvement dans la rue, etc., de marcher comme ça, enfin, je me rappelle de marcher et de se dire, wow, enfin, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus rien, on est une masse, et en même temps, chacun dans son individualité. Ben là, il y a eu quelque chose de très fort, quoi, qui s'est ouvert et qui s'est déclenché comme voilà, vraiment un déclic, quoi. Donc pour moi, c'est ça le Hirak. Et, j'ai l'espoir et j'ai envie de croire que ça a été le cas pour plein de personnes dans la prise de parole, dans ce qu'on crée, dans ce qu'on propose au monde. Et que oui, ça a été voilà, une sorte de déclencheur pour tout un ensemble de personnes, d'artistes, et pour moi, un artiste, ça peut être n'importe qui, hein, je n'exclus personne en disant ça, mais voilà, pour moi, c'est ça le Hirak, en fait. Et du coup, je crois que c'est une continuité. Ça a été là, et c'est une continuité chez chacun de nous. Et cette thématique de la langue dans laquelle ton film sera projeté, est-ce qu'il y a une connexion aussi avec le Helak, avec ce mouvement? Parce que Helak en arabe, ça veut dire mouvement. Est-ce que tu trouves quelque chose qui a un lien avec cela? Du coup, moi, quand il y a eu le Hirak, moi, comme beaucoup de monde, donc j'y allais. C'était très intéressant de participer à ce mouvement physiquement, dans la marche. Mais à un moment donné, moi, ça m'a énormément épuisée et j'ai voulu me questionner sur la manière dont moi, je pouvais contribuer à ce mouvement, me mettre en mouvement. Et donc, comme j'étais en phase de mémoire de recherche dans le cadre de mon école de design, j'ai saisi ce temps en fait de réflexion pour proposer quelque chose en lien avec des questionnements qui étaient dans la société. Donc, c'était un moment où la société se posait des questions sur sa crise identitaire, sur des pans de sa constitution, dans celui des langues. Et j'ai voulu contribuer au débat à travers le médium du film documentaire, parce que c'est un médium qui est avant tout oral, et donc qui pouvait être appropriable, en fait, saisissable par un public plus large. Donc c'était ça qui m'intéressait. Et j'avais envie de sortir aussi de questionnements un peu... la question des langues, en fait, elle est arrivée parce que c'était quelque chose que j'avais énormément développé dans ma pensée, dans mes souvenirs. C'était aussi très sensoriel. Et donc voilà, c'est dans cette construction-là, c'est dans cet ordre d'idées-là que j'ai proposé ce film documentaire. Alors, en fait, je viens du design, mais en fait, la phase de recherche, de mémoire, elle est très, très libre. Donc, en tant que designer, on se pose des questions. Voilà, on se pose des questions. Et ce questionnement, il fallait le donner à voir d'une manière ou d'une autre, que ce soit sous forme écrite, vidéo ou artistique, d'installation artistique, de performance. Moi, je voulais que ce soit un film documentaire parce que c'était le médium par lequel j'étais le plus à l'aise, donc la vidéo. Et encore une fois, parce que c'était pertinent par rapport au sujet, de recueillir des voix, en fait.
quand on s'interroge, enfin, quand on questionne les langues en Algérie, j'ai l'impression que, ou à Alger en tout cas, dans ma situation, c'est de l'oralité. Donc, comment on capte cette oralité aussi. Et donc, voilà, c'est un peu dans ce cadre-là. Il y a aussi eu un cadre d'autoproduction à travers une collecte de fonds. Voilà, donc il y avait une communauté comme ça qui avait envie de promouvoir ce film. Donc voilà, j'ai un peu eu cette phase d'autoproduction et de production de moyens techniques à travers l'école. Alors, comment tu as construit le film dans sa narration? Est-ce que, parce que le film commence, on va dire, commence d'un point A qui est la famille. D'ailleurs, il y a une séquence, je tiens à le dire, qui m'a fait énormément rire. Bah, d'ailleurs, c'est la séquence où je pense que c'est toi, avec, je crois, ton frère, si je ne me trompe pas, enfin, voilà, et qui est une scène, mais hilarante. Vraiment, ça faisait très longtemps que je n'avais pas autant ri devant un documentaire, et c'était très, très, très drôle. Et donc, tu te mets en scène en même temps. Mais est-ce que pour toi, donc, c'était évident de partir d'un point A qui est le point de la famille, et ensuite de sortir de cette famille-là, de sortir donc de la maison et d'aller un peu voir ce qu'il y a dehors? Est-ce que ça s'est construit en amont de manière méticuleuse, ou alors peut-être ça s'est construit au fur et à mesure que tu avançais dans le tournage? Alors, il y avait une chose qui était certaine, que ce soit avant le tournage ou pendant le tournage, c'était que c'était important pour moi de commencer de moi-même, parce que j'ai cette croyance que, enfin, cette fameuse phrase qui dit: «L'intime est politique». En fait, quand on parle de soi, on parle enfin, ça évoque des choses chez plein de personnes. Et du coup, ça, c'était là, l'intime et politique. Je commençais de moi. C'était les choses qui me touchaient, c'était des souvenirs personnels, et notamment des souvenirs de mon arrière-grand-mère qui chantait des poèmes en kabyle, et plein de réunions familiales comme ça en Kabylie où j'ai raté la partie compréhensible, mais ça m'a imprégné de plein d'autres choses, de sons, de sensations. Et donc ça, c'était le noyau, en fait. C'est le noyau de cette quête. Et ensuite, oui, j'avais cette envie d'aller dehors, de mettre en rapport mes questionnements avec ceux d'autres personnes dans la rue, et de déconstruire ça avec des sociolinguistes, des artistes. Et donc, la seule chose en fait qui a vraiment changé entre le scénario et le tournage, c'est ma posture en fait en tant que réalisatrice. Et cette posture au départ, c'était vraiment d'instaurer une sorte de rapport hiérarchique entre ma parole, enfin celle de ma famille, celle de l'intime, une parole de la rue, avec des gens que je croise et que j'interviewe, un peu comme un micro-trottoir, et des personnes qui viennent donner un éclairage scientifique sur la question. Sauf que, en fait, en faisant ça, en étant sur le tournage, sur le terrain, moi, ça m'a vraiment mis mal à l'aise de collecter, de gagner, d'être dans ce rapport, de gagner la confiance des gens pour ensuite, en fait, avoir une arrière-pensée et se dire que oui, je vais montrer qu'il y a des préjugés autour des langues, et ensuite, je vais apporter un éclairage scientifique avec des artistes et des sociolinguistes. En fait, ça m'a gênée de faire ça. Enfin, j'en ai fait quelques-uns comme ça, et puis à un moment, je me suis dit, ben non, c'est pas, il y a quelque chose qui sonne faux. Et c'est là en fait que j'ai voulu instaurer un rapport un peu plus harmonieux, en me disant que en fait chaque parole révèle quelque chose de ce paysage linguistique algérien. Chaque parole a quelque chose à donner, un ressenti, un vécu à partager, des souvenirs, des traumatismes, ou au contraire des joies. Et donc ça a de la valeur en fait, ça a autant de valeur qu'un scientifique qui vient donner voilà, des éléments de lecture, etc. Voilà, il y a vraiment eu cette trajectoire en fait entre le départ en fait et entre l'écriture du scénario et le tournage. Tu avais une position avant de te lancer dans ce film, même si ce questionnement est en toi depuis un certain temps, tu sais ce que tu dis, mais avant de te lancer dans le film, tu avais une certaine position, et puis ensuite tu avances, tu fais le film. Est-ce que
est-ce que tu as une, comment dire, est-ce que pour toi ce paradoxe linguistique, cette espèce de tour de Babel comme ça dans Alger et voire et enfin, dans l'Algérie entière même, est-ce que ça dit quelque chose de cette société? Est-ce que toi tu arrives à comprendre ce que ça dit réellement de cette société? Eh bien, ça se dit, moi j'ai l'impression que ça dit que, ben, que toutes les langues sont issues à un moment donné d'un métissage, d'un ensemble de parlers, de langues, enfin, moi je crois que ça dit une grande créativité en fait, de la part, enfin, en tout cas, la langue algérienne, Derja, nous permet une grande créativité. Et je crois que c'est ça qu'on voit aussi enfin, c'est ce qu'on voyait entre autres dans les pancartes, pendant le Hirak, toutes ces blagues et tout cet humour qui s'est révélé vraiment au grand jour encore plus qu'avant. Et ben je crois que moi que c'est ce bordel un peu linguistique, j'ai envie de dire, ce mélange un peu linguistique qui fait qu'en fait, il y a pas de règles, en fait. C'est pas une langue qui est institutionnalisée, qui est standardisée, qui a des règles fixées dans le marbre, tu vois, c'est libre. Il y a des règles, hein, c'est une langue, donc il y a forcément des règles, mais elles sont fixées à un moment donné. Et puis, elles évoluent dans une grande liberté et complètement en creux des standards. Et du coup, moi, je crois que c'est ça que ça dit. Ça dit une possibilité de créativité qu'on perd, en fait, une fois que la langue est standardisée, fixée. Et voilà, c'est ça que je crois qui dénote vachement dans dans le rapport des langues, en fait, à Alger, ce que j'ai vu à travers le film documentaire. Mais ça va beaucoup plus loin parce que cette langue du Derdia, donc, qui est la langue qui est parlée dans la rue, qui est parlée voilà, dans la vie de tous les jours, finalement, à partir du moment où elle est pas, quand ça devient quelque chose d'officiel, ça n'est plus cette langue qui est utilisée, si je me trompe pas. Mais ça va très loin parce que il y a aussi cette très très belle séquence où tu discutes donc on va même sur le terrain religieux, tu discutes avec un imam, et il y a ça qui est très très beau, c'est que en fait cet imam dit que pour faire sa prière, si on est à l'aise avec sa propre langue, bah, c'est pas un souci. Faisons-la en français ou en néerlandais ou je ne sais quoi. Donc, en fait, ton travail, ça va vraiment au-delà même de la communicabilité entre personnes dans la rue. Ça va aussi sur d'autres terrains institutionnels ou alors des terrains religieux. Et ça, c'est quelque chose d'assez. C'est vraiment un élément qui te travaille, ça? Ben, le fait je crois que oui, ça me travaille énormément. Le fait d'aller à des endroits très différents, en fait. Je crois qu'il y a aussi la question, je crois que je me posais la question de la représentativité, la représentation. J'avais cette envie, en fait, d'avoir des personnes, des profils très différents et de voir ce qu'ils avaient à dire, en fait, sans être dans l'exhaustivité, hein. J'ai vraiment pas cherché à être dans la couverture pleine du sujet, mais de suivre un peu mes intuitions sur le terrain, me dire qu'est-ce qu'un imam en fait, qu'est-ce que l'imam de Kchawa pourrait dire sur la question. Et voilà, en fait, ça venait vraiment au fur et à mesure. Donc encore une fois, dans un rapport très organique, c'est-à-dire qu'il y avait un point de départ et puis au fur et à mesure, je suivais ce chemin un peu, voilà, en prenant des raccourcis, en prenant aussi des chemins de traverse, etc. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressée. On voit aussi des étudiants à la fac, donc des étudiantes qui parlent plutôt en anglais, voilà, qui sont vraiment dans l'international, d'autres qui sont voilà plus terre à terre, qui disent oui bon à la fac on nous parle pas en arabe classique quand on nous explique les cours, donc je vois pas pourquoi on pourrait pas étudier en Darja. Et ce qui est très beau en fait, moi ce que je voulais en fait comme intention en fait dans ce film, c'était que les gens sont pas forcément d'accord. Et d'un portrait à un autre, en fait, on a des personnes qui sont diamétralement opposées. En fait, c'est un peu ce qui se passe à Alger. Donc, il y a des connivences et il y a aussi des divergences. Et je crois que c'est le plurilinguisme qui permet en fait cette diversité en fait de perception.
Voilà. Et encore une fois, c'est à un moment donné. C'est une partie de l'histoire de ces personnes. C'est pas exhaustif, quoi. Oui, ça, je crois que c'est très important que tu le précises, ça, en fait. C'est ce que tu vois, ce que tu entends. Il y a quelques jours de cela, je discutais avec un ami qui, non pas s'inquiétait, mais qui avait constaté, qui remarquait, et on le voit aussi à un moment dans le film, parce que tu parles de l'anglais. Il s'avère qu'il y a le français, enfin, je veux dire, qui est une langue, pas besoin d'expliquer pourquoi le français est une langue importante en Algérie. On le sait, c'est comme disait Kateb Yassine, c'est le fameux butin de guerre. Mais cet ami me disait que de plus en plus, il y avait aussi un refus, non pas globalisé, certes, encore une fois de plus, je ne généralise pas, mais un refus de ne plus vraiment s'exprimer dans la langue française, soit de rester dans l'arabe assez littéraire, ou alors le derja, ou voire même l'anglais. Alors, je ne parle pas du kabyle, dans les régions kabyles, ça c'est autre chose. Mais est-ce que toi, tu l'as constaté ça depuis quelques mois, quelques années, cette langue française qui est mise de côté parce qu'elle représente des choses qui sont très discutables? Ah oui, complètement. Moi, je l'ai remarqué, hein, je l'ai vu avec beaucoup, beaucoup de jeunes en fait qui sont à l'université. Et en fait, je crois que c'est aussi lié au parcours, un parcours un peu chaotique dans l'éducation, quoi, dans les langues qui sont pratiquées. C'est-à-dire que il y a des personnes qui apprennent, enfin qui étudient du primaire au lycée en arabe, en darja. Et une fois arrivé à l'université, il y a des domaines qui sont aujourd'hui entièrement en français, encore aujourd'hui. Et du coup, ça crée vraiment, chez ces personnes, une vraie problématique, de vrais questionnements intérieurs, et de se dire, c'est pas fait pour moi, en fait. Il y a quelque chose aussi que je peux pas ne pas te la poser, c'est que j'ai cette impression, en tant que spectateur, il y a quand même un sentiment de frustration de moi, en tant que spectateur, quand je termine ton film, c'est que j'ai l'impression qu'il est finalement peut-être inachevé. Et j'ai envie de croire aussi que toi-même tu sais que ton film est un peu inachevé. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que il fallait arrêter à un moment ou à un autre? Mais j'ai l'impression que je sais pas, il y a quelque chose qui fait que le film n'est pas terminé. Alors oui, le film n'est pas achevé, clairement. Enfin, il n'est pas achevé dans le sens où je crois que je l'ai vraiment pensé comme ça. Je l'ai pensé plus comme un dispositif finalement. Et là, on retrouve le lien avec le design, dans le sens où, pour moi, en fait, le film, c'est un déclencheur de paroles et de témoignages et de discussions, de débats. Et en fait, la deuxième partie, c'est le débat, justement. Et j'ai l'impression qu'en fait, le film atteint sa finalité, en fait, sa forme finale, une fois qu'il y a le débat. Et je crois que du coup, j'ai cette envie de filmer aussi les débats qui auront lieu à la suite des projections. Parce que c'est comme ça qu'ils se complètent. C'est à travers les témoignages, c'est à travers la discussion. Donc, ce vecteur de discussion entre les spectateurs, enfin les acteurs, hein, d'une société, quoi. Oui, mais quand on voit le film, il y a quand même des moments où tu prends donc le temps et la peine de filmer autre chose que des personnes, autre chose que leur langue. Tu filmes aussi des paysages. Et ça, c'est quelque chose qui ne vient pas une fois, qui ne vient pas deux fois, qui vient très souvent. Et je ne pense pas que ça soit utilisé pour des transitions. Il y a quelque chose derrière que je n'arrive pas à décrire, et c'est pas grave, tant mieux. Mais voilà, je me dis que ça va au-delà d'un dispositif. Il y a quand même, j'ai l'impression aussi, peut-être une envie d'aller encore plus loin, de l'utiliser pleinement, ce langage cinématographique. En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux films en un. Oui. Il y a ce film sur la langue, et il y a un autre film où tu t'aperçois que finalement, c'est pas inintéressant de faire du cinéma. Et il y a un peu de cela, quoi. Et c'est pour ça que je suis un peu frustré. Oui, il y a complètement ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est ma première. Enfin, j'ai fait de la vidéo, hein, mais c'était la première fois que je m'intéressais vraiment au langage cinématographique.
effectivement, je crois que dans cette volonté de capter des paysages, des animaux, voilà, enfin des paysages que ce soit naturels ou urbains, ben, je crois que ce qui m'intéresse, c'est le fait que ça représente que ce soit symbolique en fait, le pouvoir symbolique de l'image et métaphorique et du coup, j'ai fait d'autres films depuis. Et effectivement, j'ai vraiment développé ce côté symbolique de ce que dit une image. Donc oui, effectivement, c'était un tremplin en fait vers mon langage cinématographique que je développe depuis. Et par curiosité, j'ai pas vu, donc je savais pas que tu avais fait d'autres films après, et je les ai pas vus. Par curiosité, tu questionnes quoi exactement sur dans ces films-là? Et surtout, est-ce que ta mise en scène a évolué autrement? Oui, alors juste à la suite de La Grosse Moula Oli Méchant, il y a un autre projet que j'ai réalisé, donc Machareh Homa, donc en français projet de quartier. Et en fait, c'était toujours ce questionnement autour de l'espace public et de son appropriation. Et donc, je me suis demandé, en fait, comment on pouvait ouvrir la voie en modifiant la voie VOIE. Et, et donc, parce qu'il y a ce truc dans la rue qui est que voilà, la rue, en fait, c'est pas notre espace. Enfin, en tout cas, à Alger, j'ai ce sentiment qu'on se l'approprie pas vraiment. Et du coup, ça crée une dégradation de l'espace public pour de multiples raisons. Et donc, Machaleh Houma, en fait, c'est des installations sur une semaine d'obstacles, en fait, qui viennent entraver, en fait, la marche régulière, monotone des passants. Et donc, c'est des obstacles à traverser. Il y a un rideau à écarter, des plots à enjamber et des tapis par lesquels il faut sauter. Et donc, ils sont très voyants, ils sont rouge écarlate, ils sont présents, ils se répètent, ils sont là toute la semaine, ils sont vraiment relous, quoi. Et l'idée, c'est d'arrêter les passants. Et en fait, du coup, les passants, en fait, ils stoppent un peu, ils ralentissent leur marche et ils se questionnent, en fait. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et en fait, on était un groupe de médiateurs et c'est les passants qui viennent nous interroger, nous questionner sur l'objectif de ces installations. Et donc, il y a quelque chose qui s'inverse aussi dans le rapport aux passants. En général, on est là, on distribue des tracts pour essayer de créer une mobilisation par rapport à un événement ou quelque chose. Là, au contraire, c'était les passants qui venaient vers nous, les habitants du quartier de Ouled Fayet dans lequel on s'était inscrit, qui venaient vers nous et qui nous questionnaient. Et donc, moi, une fois qu'il y avait ce rapport-là inversé, je leur parlais un peu de l'espace public, de ce qui n'allait pas pour eux. Et donc, ça embrayait. Les gens se plaignaient, parlaient de ce qui n'allait pas, des choses qu'ils voudraient améliorer. Et moi, je saisissais cette occasion pour leur dire, ben, écoutez, vous exprimez un mécontentement. Moi, je vous propose à la fin de la semaine de se réunir pour des ateliers de concertation et des ateliers, un atelier de fabrication urbaine, pour qu'on se réapproprie un espace et qu'on le construise ensemble, qu'on décide ensemble ce qu'on en fait. Et donc, au bout d'une semaine, ben, il y a eu ces ateliers et il y a effectivement des habitants qui sont venus. On a réfléchi ensemble, donc il y a un ensemble d'activités qui étaient mises en place. Et le lendemain, on a fabriqué une sorte de proto-parc, en fait, proto-aménagement d'un espace où les gens peuvent se réunir et discuter. Voilà, donc je crois que La Grosse Moula Oli Méchant, ça m'a vraiment, voilà, à partir de ce film-là, a découlé un ensemble d'envies de projets. Et mes deux autres courts-métrages là que j'ai fait cette année, ben, questionnent aussi ce rapport à l'espace public de manière différente. Mais il y a vraiment ce questionnement par rapport à l'espace public et comment on se l'approprie, est-ce qu'il est à nous, enfin voilà, enfin tout un ensemble de questionnements qui en découlent, quoi. Et c'est toujours des films réalisés en autoproduction? Alors, les deux autres films sont plutôt réalisés dans le cadre de formation, donc avec les labos documentaires d'Alger et d'IMA Cinéma. Et voilà, donc plus en autoproduction, mais voilà, c'était plutôt dans ce cadre-là. Voilà, c'est pour ça que je suis très content que tu dises ça, parce que on a tendance à des gens comme ça ici et là qui disent qu'il se passe
très peu de choses aujourd'hui dans la réalisation et la fabrication d'images provenant d'Algérie. C'est vrai qu'on a traversé une période où il y a eu pas mal de choses et là, il y en a moins. Bon, il y a eu la pandémie, il y a eu tout ça, mais il y a toujours aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres générations qui arrivent et qui vont faire avec les moyens du bord, et je pense que tu en fais partie, et je sens que voilà, et il faut simplement que ça soit à nous finalement d'être très curieux et d'être aux aguets et de vous chercher. Donc je suis vraiment très content. Est-ce que la Grosse Moula a été vue en Algérie? Donc il y a eu combien de projections? Est-ce que tu l'as bien comment tu l'as accompagné? Dis-moi tout ça. Donc, le parcours du film ne commence que vraiment depuis quelques mois. Donc, il a été vu pour la première fois mondialement à Constantine et pendant le festival de la journée du court-métrage. J'étais pas présente, donc là c'est un peu ma frustration. Donc j'ai envie d'être présente pour les prochaines projections en Algérie. Donc il y a des discussions avec plein de ciné-clubs qui sont super motivés. Voilà, qui donnent de leur temps pour accompagner des films comme le mien et plein d'autres. Et donc, il y a cette envie-là. Il sera projeté le 10 mars à Oran, dans le cadre du programme Elle tourne, qui sera à l'Institut français d'Oran. Et donc, j'ai d'autres dates vers Alger, mais c'est pas encore fixé, donc je préfère ne pas me prononcer. Et voilà, donc, les PCMO le 26 mars, pour le moment. Voilà. Alors, le 26 mars, à partir de 14h, à Aubervilliers, au cinéma Le Studio, dans le cadre de la 17e édition, du panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, sera projeté donc 3 films, dont celui-ci, La Grosse Moula, et d'Amira Louada. Elle est venue pour nous en parler et c'était vraiment très intéressant et important. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez tous les renseignements pour pouvoir aller voir le film. Et puis voilà, maintenant il suffit juste d'aller voir le film. Je te souhaite et d'une part longue vie à ce film, mais aussi aux autres, et à très vite. Merci beaucoup, Samir, à bientôt. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.